Bienvenue à TRF Chronique, épisode 121. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une journée qui a absolument tout fait basculer sur la course au soleil. On va revivre ensemble une étape complètement dantesque, où le chaos, la pluie, les abandons, bref, tout a été chamboulé kilomètre après kilomètre. Et voilà, c'est le chaos total sur cette étape. Je crois qu'il n'y a pas de meilleure phrase pour résumer ce qui s'est passé. On parle de pluie, de vent, de chute en cascade, d'abandon. Alors tenez-vous bien parce qu'on va revivre ce moment de cyclisme qui était mais alors complètement fou. Alors pour vraiment saisir l'ampleur de ce bazar, on va décomposer tout ça en 5 actes. Un peu comme une pièce de théâtre, de la mise en place de la course jusqu'au dénouement spectaculaire. Allez, c'est parti. Acte 1 donc, plantons le décor. On est sur la 4e étape de Paris-Nice, ça part de Bourges, direction Huchon, sur le papier 195 km. Le début est plutôt plat, mais attention, les 60 derniers kilomètres, là, ça se corse sérieusement. C'est vraiment le terrain de jeu parfait pour une vraie grosse bataille entre les favoris. Au moment du départ, la situation est, on peut le dire, très tendue. C'est super serré. On a l'Espagnol Juan Ayuso avec le maillot jaune sur les épaules, mais ses rivaux, ils sont juste dans sa roue, ou presque. Kevin Vauquelin, par exemple, il est à seulement 2 petites secondes. Et un peu plus loin en embuscade, qui en trouve Jonas Vingegaard, le double vainqueur du Tour, à 17 secondes. Croyez-moi, la tension, on pouvait la sentir. Bon, si on regarde la liste des partants, il y a du beau monde qui peut gagner. Ayuso, bien sûr, avec ses qualités de puncher, il est logiquement le grand favori. Mais il faut évidemment garder un œil sur Vingegaard, il est toujours là quand ça grimpe. Et puis, il y a les ambitions françaises, avec Kevin Vauquelin et le jeune grimpeur Lenny Martinez. Franchement, tout est en place pour un spectacle grandiose. Et le spectacle, il n'a pas tardé à arriver, je peux vous le dire. Dès les premiers kilomètres, la météo est juste épouvantable. La pluie, le froid, et surtout un vent de côté qui va devenir en fait le véritable arbitre de cette journée. Et là, le chaos s'installe, mais vraiment immédiatement. Regardez ce chiffre, 53,3 km/h. C'est la vitesse moyenne pendant la première heure. C'est juste hallucinant. Un rythme complètement dingue, infernal, qui ne pardonne absolument rien. La moindre erreur de placement, et c'est fini. Surtout avec une météo pareille, qui transforme la course en une vraie épreuve de survie. Et forcément, à cette vitesse, ça ne pouvait pas tenir. La première conséquence, c'est que le peloton explose littéralement en plusieurs morceaux. Et là, premier coup de tonnerre, Kevin Vauquelin, qui était deuxième au général, il se fait piéger. Il se retrouve coincé à l'arrière, obligé de se lancer dans une chasse-poursuite qui s'annonce épuisante. La course est déjà partie dans tous les sens. Justement, pour bien comprendre ce qui est en train de se passer, petite parenthèse pour expliquer ce que c'est une bordure. C'est un concept tactique super important en cyclisme. En gros, quand le vent souffle de côté, les coureurs se mettent en diagonale, en éventail, pour s'abriter. Le problème, c'est que la route, elle, n'est pas extensible. Donc quand l'éventail arrive au bord de la route, tous ceux qui sont derrière sont exposés en plein vent. Et là, il suffit d'une accélération en tête de groupe pour créer une cassure et piéger tout le monde. C'est vraiment l'arme redoutable des équipes de Flament Hit. Et comme si ça ne suffisait pas, avec la nervosité et la pluie, les chutes commencent à s'enchaîner. C'est un vrai jeu de quilles. D'abord Russo, puis attention, c'est Oscar Onley et Dan Houle qui tombent, et eux ils sont 3e et 4e du général. Pour Houle, c'est même l'abandon direct. Onley, lui, c'est le chat noir de la journée. Après sa chute, il va avoir un problème mécanique. La course se transforme vraiment en jeu d'élimination. On arrive maintenant à l'acte 3. Et c'est vraiment là que tout va basculer. La nervosité ambiante, la pluie, la vitesse folle, tous les ingrédients étaient réunis pour le coup de théâtre. Et il arrive, à 45 km de l'arrivée. L'impensable, le maillot jaune lui-même, Juan Ayuso, est victime d'une lourde chute. Sur ces routes complètement trempées, à un moment super critique de l'étape, c'est le leader de la course qui se retrouve par terre. Des images sont fortes. On le voit qui se relève, il essaie de remonter sur son vélo, il fait quelques mètres, mais on voit tout de suite que ça ne va pas. Pas du tout. Son visage est crispé par la douleur, il n'arrive plus à pédaler correctement. C'est une image vraiment terrible à voir. Et puis à ce moment qui est juste poignant, les commentateurs en direct le décrivent, il vient de quitter son vélo et s'est allongé de douleur sur le bas-côté de la route. Il s'arrête, il pose sa machine et il s'allonge dans l'herbe, complètement terrassé par la souffrance. Le leader est à terre, vaincu. Et le verdict tombe, aussi sec qu'implacable. Abandon de Juan Ayuso. Le maillot jaune quitte le Paris-Nice. C'est un séisme, un coup de tonnerre monumental qui change absolument tout. Du coup, avec le leader qui abandonne et des favoris éparpillés un peu partout sur la route, la course est réinventée. On entre dans une phase totalement nouvelle. C'est une autre course qui commence, une course qui n'a plus de patron. Allez, on fait un petit point sur la situation, à une trentaine de kilomètres de la ligne d'arrivée. Devant, on a un petit groupe de costauds, 5 coureurs, avec dedans les très dangereux Jonas Vingegaard et Daniel Felipe Martinez. Derrière eux, à environ 48 secondes, un groupe de poursuivants, avec notamment Andley et Gadou. Et encore plus loin, à 2 minutes, on retrouve le groupe de Kevin Vauquelin, qui s'est battu comme un lion toute la journée. Alors forcément, la course est complètement relancée.
Et la question que tout le monde se pose, c'est « mais à qui profite le crime? À qui profite tout ce chaos ?» Forcément, tous les regards se tournent vers un homme, Jonas Vingegaard. Non seulement il vient de voir son plus grand rival abandonné, mais en plus, son équipe est experte dans ce genre de conditions de course. Pour le Danois, c'est une occasion en or. Et on entre maintenant dans le dernier acte, l'explication finale. La course se dirige tout droit vers son juge de paix, la montée du Chon. C'est là, sur ces pentes, que tout va se décider. La victoire d'étape et bien sûr, le nom du nouveau maillot jaune. Alors attention, le profil de cette montée du Chon est un peu trompeur. Quand on voit 8 km à 4,5% de moyenne, on se dit « ça va », mais non, c'est un piège. Le début est assez roulant, mais le final, c'est un véritable mur qui attend des coureurs qui sont déjà complètement cuits par cette journée de dingue. 16%. Voilà, le chiffre qui fait mal. Des pentes maximales à 16%. Imaginez un peu, après presque 200 bornes sous la flotte, à un rythme de fou, se retrouver face à un mur pareil, ça va faire d'énormes dégâts. C'est le terrain parfait pour le coup de grâce, pour l'attaque décisive. D'ailleurs, petite anecdote pour la route, pour bien situer la difficulté de l'endroit. Le saviez-vous, en 1956, sur cette même montée lors du Tour de France, une seule personne n'a pas posé pied à terre, la légende Raymond Poulidor. Ça vous donne une idée de l'exploit et ça met en perspective l'effort des coureurs d'aujourd'hui. Et dans ce final, la sélection se fait logiquement par l'arrière. Devant pour la gagne, ils ne sont plus que 3, Vingegaard, Martinez et Van Dijk. Derrière, c'est la débandade. La journée a été bien trop difficile. Oscar Handley, le malchanceux du jour avec sa chute et son pépin mécanique, finit par être lâché. À ce stade, c'est chacun pour soi. Chacun se bat avec ce qui lui reste dans le moteur. Au final, cette journée a absolument tout mis sens dessus. Un nouveau leader a bien sûr émergé de ce chaos. Mais la vraie question qui reste en suspens, c'est celle-ci. Après un tel chaos, après une telle démonstration de force de certains, et avec les écarts qui ont été créés, est-ce que la course au soleil n'est pas en quelque sorte déjà jouée ? Le débat est ouvert.